La France ne tiendra pas ses engagements sur le nucléaire. La France, eh bien, pourrait aussi bousculer son calendrier électoral. Et la France, eh bien, elle a un insoumis qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui boude, qui n'a pas le moral en tous les cas. C'est avec un député communiste qu'on va en parler ce matin. Stéphane Peu, député communiste de la Seine-Saint-Denis. Stéphane Peu, bonjour, bienvenue dans ces studios. Bonjour. Nicolas Hulot donc, a annoncé que la France ne pourrait pas respecter son engagement légal d'ailleurs de 2025 pour passer la part du nucléaire de 75 à 50%. Ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas. Je souffre un peu pour Nicolas Hulot parce que depuis le début, il avale couleuvre sur couleuvre. C'est quelqu'un que vous appréciez ? En tout cas, c'est quelqu'un que je respecte, même si l'objectif de passer de 75 à 50% dans l'énergie nucléaire, qui est une énergie non fossile, et donc qui pourrait peut-être être utilisée à bon escient vis-à-vis des objectifs qui sont les... La faute à qui ? Pourquoi on n'arrive pas à respecter cet objectif de 2025 ? Parce qu'on se fixe des objectifs politiques à un moment donné dans des campagnes électorales. Symboliques ? Qui sont symboliques, qui sont de la communication. C'est pas, Emmanuel Macron n'est pas le premier à l'avoir fait. François Hollande l'avait fait avant, Ségolène Royal également. Et c'est aussi de ça, je pense, dont le peuple ne veut plus. C'est-à-dire des promesses qui ne sont pas évaluées et sur lesquelles on revient il y a quelques mois après avoir été élu. Vous êtes député communiste. Ouais. Les communistes ont toujours été pro-nucléaire. Ça vous arrange ? Oui, enfin nous, d'abord, on a toujours été pour le développement de l'industrie dans notre pays, on a toujours été pour la recherche. Parce que ce sont des emplois aussi. Et puis parce que la France, c'est aussi un des grands savoir-faire de la France. On a exporté notre savoir-faire dans l'énergie nucléaire partout dans le monde. Directement et indirectement, c'est quoi ? C'est 300 000 salariés, le nucléaire en France ? Oui, directement et indirectement, mais en tout cas, c'est un grand savoir-faire de la France. Et donc, plutôt que de revenir sur ce grand savoir-faire et cette grande filière industrielle, essayons de la perfectionner. Bien sûr qu'il y a des questions qui sont posées, principalement. Oui, mais c'est une source de revenus. Une filière industrielle qui exporte, on pourrait d'ailleurs faire un parallèle avec Alstom. On a exporté partout dans le monde des TGV et des trains, et c'est paradoxal de se couper de filières industrielles comme le nucléaire, comme le train ou d'autres. Donc vous restez favorable à cette énergie nucléaire ? Moi, j'y suis... Et vous êtes contre le démantèlement de réacteurs comme annoncé en France? Non, je pense qu'il faut fermer les réacteurs qui sont devenus obsolètes. Fessenheim, il faut le fermer. Vous n'êtes pas contre ? Fessenheim, il faut sans doute le fermer en négociant avec les salariés, parce qu'on peut aussi le reconvertir. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas fermer sans jamais penser la reconversion et aussi mettre beaucoup d'argent dans la recherche et le développement sur la question du traitement des déchets. D'accord. Et pour le mix énergétique, vous êtes pour qu'il monte ce mix énergétique, c'est-à-dire qu'on produise de l'électricité venant de différentes énergies renouvelables, notamment ? Je pense qu'un pays comme la France, qui est un grand pays novateur dans le domaine de l'énergie, doit investir davantage dans la recherche et le développement pour les énergies renouvelables, mais doit conserver, au regard de ses engagements sur le climat, son potentiel nucléaire. D'accord. Donc vous ne réclamez pas, comme d'autres, on a pu l'entendre chez les écologistes notamment, la démission de Nicolas Hulot ? Non, Nicolas Hulot, je le sens un peu otage au regard de ce qu'étaient ses principes et sa politique d'un gouvernement qui finalement l'utilise davantage comme une cosmétique dans le casting du gouvernement que comme des propositions qu'il intégrerait dans son programme. Bon, mais ça, j'ai envie de dire, c'est sa responsabilité. Moi, je ne demande pas sa démission. Je souffre pour lui de le voir renoncer à ses principes. Et dites-moi, il y a un truc qui m'étonne quand même. On sait que les communistes, qui sont en délicatesse avec Mélenchon, on va en parler, ils veulent constituer des listes, notamment pour les élections européennes de 2019, avec des écologistes, avec des socialistes. Comment vous pouvez vous allier avec des écologistes alors que vous êtes pro-nucléaire ? Bon, écoutez, les alliances, par définition, des alliances, ça se fait entre des gens qui ne sont pas d'accord. Parce qu'autrement, donc, pas d'accord sur tout, en tout cas, mais d'accord sur l'essentiel. Moi, je ne sais pas comment on va préparer les élections européennes. Moi, je souhaite très franchement que, vu l'état de la gauche actuellement, le rassemblement pour les listes européennes soit les plus larges possibles des insoumis y compris les insoumis. Y compris les insoumis, parce que je pense que...
très franchement, si on sait être sur l'essentiel, c'est-à-dire la construction européenne, une part de souveraineté et surtout des politiques qui tournent le dos au libéralisme, parce que c'est ça, pour moi, le point fondamental, c'est de proposer des alternatives au libéralisme à l'échelle du pays et à l'échelle de l'Europe. Je pense que si on hiérarchise correctement les enjeux, on peut faire des alliances. Non, avec ce que vous vous mettez sur la tête, ça me paraît quand même compliqué. Mélenchon, vous ne voulez plus en entendre parler? Non, pas pour ce qui me concerne. Moi, je suis un des rares. Vous allez être solidaire de votre groupe parlementaire. Non. On travaille bien ensemble. On n'a pas le même style. Ça vous aura pas échappé. Vous portez une cravate. Déjà, je porte une cravate rouge, mais une cravate quand même. Et puis, on n'a pas le même style. Mais moi, très franchement, je pense qu'on a tout à gagner à se rapprocher, les insoumis, les écologistes, les socialistes. D'accord. Même si vous êtes pro-nucléaire et que les autres sont plutôt contre. Oui, parce que je pense que dans la hiérarchie des enjeux, le nucléaire n'est pas prioritaire. Il fait partie des sujets de désaccord, mais il n'est pas primordial dans ce qui doit nous rapprocher. Vous comprenez la baisse de morale de Jean-Luc Mélenchon? Vous cautionnez ce que disent certains de ses députés, comme Mme Obono, par exemple? Alors, ça, c'est autre chose. La baisse de morale de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il y a une dimension personnelle chez lui qui l'amène à avoir des hauts et des bas. D'accord. On appelle ça comment? Cyclotimique? Ouais, un peu cyclotimique, voilà. Okay. Mais voilà, enfin, en même temps, ça n'enlève rien à son talent. Il a rassemblé 7 millions de voix à l'élection présidentielle, ce qui n'est quand même pas rien. La vôtre aussi? Dont la mienne, bien sûr. Et non seulement ma voix, mais j'ai fait campagne pour lui. Mais après, les propos de Mme Obono, c'est autre chose. Moi, je suis un élu de la banlieue. Je suis un élu de Saint-Denis. Et je pense, je ne fais aucun cadeau à ceux qui prennent des libertés avec la laïcité et l'esprit républicain. L'islamo-gauchisme, ça existe? Est-ce qu'elle est islamo-gauchiste? C'est-à-dire une espèce de flirt entre des idées de gauche. D'abord, j'aime pas ce terme, parce que vous savez à quoi il me fait penser? Je ne sais pas si c'est l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Il me fait penser à ceux qui traitaient dans les années 30 les communistes, ou certains de judéo-bolcheviques. Voilà. Donc, à une époque, la droite la plus radicale traitait les progressistes de judéo-bolcheviques. Aujourd'hui, on utilise facilement la formule d'islamo-gauchiste. Pour moi, c'est un raccourci parce que... Ça existe, non? Madame Obono, non? Non, enfin, moi, je pense que je fais partie de ceux qui veulent être du côté des damnés de la terre. D'accord. Voilà. Donc vous voulez condamner les islamo-gauchistes? Oui, je n'aime pas les gens qui ont des faiblesses par rapport à l'islam, à l'islamisme, à l'intégrisme islamique. D'accord. Il est question, on en parle, qu'on déplace les élections municipales qui doivent normalement avoir lieu en 2020, qu'elles aient lieu en 2021, et que, du coup, on rassemble régional, départemental, municipal cette année-là, pour éviter qu'il y ait des élections à répétition. Vous êtes d'accord avec ça? Pas trop, parce que derrière ce projet, je vois la concrétisation de remettre en cause le pouvoir des élus locaux, comme on veut remettre en cause le pouvoir des corps intermédiaires. On a un président de la République qui est qui est à la fois extrêmement centralisateur et extrêmement technocratique, ce qui n'est pas incompatible. C'est-à-dire tout ce qui est représentation syndicale, représentation élective dans les strates... Ils sont à la ramasse aussi, les syndicats. Oui, d'accord, mais ils existent. Le jour où ils n'existeront plus, on aura peut-être d'autres problèmes. Ils existent. Il y a des élections dans les entreprises, il y a des élections locales, il y a des élections dans les chambres de commerce. Enfin bref, il y a une multitude de corps intermédiaires dans un pays comme la France. Vous lui faites le même reproche qu'on faisait à Sarkozy, tiens. Un peu, ouais. Il voulait supprimer les corps intermédiaires. Ouais, un peu. Et c'est une facilité, alors pour gouverner de manière autoritaire et rapide. Mais vous savez, quand la technocratie s'empare du pouvoir dans un pays comme la France, qui est une vieille démocratie, c'est toujours très dangereux. Alors, vous êtes contre, d'autant que c'est pour vous capital, les élections municipales. C'est une de vos sources de revenus, pour parler vulgairement. D'avoir des élus locaux qui financent le parti. C'est une des fiertés des élus communistes. Combien vous avez d'élus communistes? On a plus de 1500 élus communistes et on dirige... Dans les 3 collectivités territoriales? Dans les 3 collectivités territoriales et on dirige 18% des communes françaises. 18% des communes françaises. Des communes Donc c'est un enjeu capital pour vous, bien sûr, les municipales. c'est un enjeu énorme. Vous êtes contre?
Je suis contre deux choses. Un, le décalage, et deux, le regroupement de toutes les élections locales. D'accord. Alors, le logement, c'est une de vos spécialités, notamment en Seine-Saint-Denis. Vous avez été adjoint au maire de Saint-Denis en charge de ce dossier. Le budget du logement a baissé et la philosophie du gouvernement, c'est de dire on donne tellement d'argent, 40 milliards d'euros au logement social et à la construction, plus on donne d'argent, plus les prix montent, donc il faut donner moins d'argent, comme ça les prix vont baisser. Vous êtes d'accord? Oui, non, pas du tout, absolument pas, parce que alors ça, là, on est dans une... D'abord, les 40 000... C'est du grand bricolage. C'est du bricolage. Alors, je n'arrive pas bien à analyser, mais bon, si c'est une dérive technocratique, un vieux loup de Bercy sorti d'un tiroir qu'on vend à un ministre tellement hors sol qu'il ne mesure pas les conséquences de ses actes, ou si c'est une vraie cohérence politique que de dire il y a une crise du logement en Europe et dans notre pays, et finalement, les mieux à même de répondre à cette crise du logement, c'est le marché. C'est pas le secteur régulé. Donc c'est un discours libéral, celui de Macron, là-dessus. Et je pense qu'il y a une certaine cohérence à dire il faut arrêter d'aider, il faut arrêter de réguler le marché de l'immobilier, il faut le libéraliser. Mais il dit aussi que les organismes HLM s'en mettent un peu dans les fouilles. Non, mais les organismes HLM, ce qu'ils ne comprennent pas, pour des gens, des libéraux comme Macron et son gouvernement, ils ne comprennent pas qu'on puisse être une société qui produise des logements, qui gère des logements, qui ne rémunère pas de capital, qui ne reverse pas de dividendes et qui en même temps est correctement géré puisqu'on dégage des marges qui sont par définition totalement réinvesties puisque ça ne reverse pas de capital. Notamment pour lui, dans le dossier que vous connaissez à Saint-Denis. C'est exactement le cas. Moi, j'ai présidé un organisme HLM qui a été la fusion de 6 petits organismes HLM, donc on sait se réformer et s'adapter. On dégageait 10 millions d'euros par an et les 10 millions était réinvesti et levé à peu près 100 millions d'euros d'investissement. Il va baisser en faisant ça, en donnant moins d'argent aux organismes HLM, il va demander à ce que les loyers baissent. Oui, et donc du coup, il va affaiblir les organismes HLM, puisque... Oui, mais les Français seront bénéficiaires, puisqu'ils auront des loyers moins chers. C'est totalement neutre, parce qu'on baisse les loyers à proportion de la baisse des APL. Donc la quittance du locataire restera neutre. Et par contre, les organismes HLM on leur coupera les pattes, n'auront plus les moyens d'investir. C'est le risque. Au hasard, hier, les professionnels du bâtiment, dont la branche du MEDEF, la Fédération française du bâtiment, a fait une conférence de presse pour s'opposer à cette mesure, parce que c'est dès l'année 2018, 12 milliards de moins sur les carnets de commandes des artisans et des PME du bâtiment. Donc quand on a une unanimité qui va de la Fondation Abbé Pierre au MEDEF, contre une réforme du logement qui est à la fois technocratique et totalement coupée des territoires, on devrait s'interroger quand même. J'invite le gouvernement à s'interroger. Vous serez où le 13 novembre? Malheureusement, on va commémorer. Le 13 novembre, je serai au Stade de France à 8h30 du matin avec les familles et les victimes des attentats. Il y aura le président de la République, le Premier ministre, la garde des Sceaux et sans doute... peut-être l'ancien président de la République. C'était les réponses de Stéphane Peu aux questions, et maintenant qui va répondre à vos questions, chers internautes, avec Valentin Pilate, qui est rentré dans le studio. Valentin Pilate, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Stéphane Peu. Bonjour. On a une première question de Amartya sur Facebook. Ça veut dire quoi être communiste au XXIe siècle? Et par la même occasion, Ramzi qui vous demande ce qu'il faudrait éventuellement changer. Ce que ça veut dire pour moi, être communiste, c'est... Je garde du mot communisme le mot commun. C'est-à-dire que dans une société qui est de plus en plus éclatée, où une petite minorité de possédants soumet aux différents peuples du monde beaucoup de souffrances, je crois beaucoup à ce mot d'ordre des mouvements sociaux à New York il y a quelques années qui disaient « nous sommes les 99%». Ben moi, je pense que je retiens du mot communisme, s'il doit avoir un avenir, le commun de ces 99% qui n'ont que leur travail pour vivre. En éliminant le collectivisme. Oui, le commun. Le commun. Une nouvelle question d'Antoine. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui les seules formations qui arrivent à prendre à bras-le-corps les problèmes concrets de la nation soient les extrêmes, nous dit-il sur Facebook? Justement parce que je pense que, et c'est une question très intéressante, c'est que je pense que plus la gauche radicale, on va dire, j'en fais partie, c'est-à-dire les communistes, les insoumis, une partie des sociétés, enfin la gauche qui veut vraiment transformer les choses, plus elle sera forte, plus elle saura se rapprocher du peuple et de ses préoccupations, meilleur sera l'antidote contre l'extrême droite
ou la montée de communautarisme ou d'intégrisme religieux. Mais parfois on dit extrême droite, extrême gauche, c'est un peu la même chose, populisme, les discours de Madame Le Pen et ceux de Mélenchon, c'est pareil. Je ne crois pas du tout, parce que... Mélenchon, c'est pas comme... c'est absolument pas pareil. C'est un populiste quand même, non oui, enfin bon... Vous les aimez pas trop, ce genre de grande gueule de gauche? Non, parce que bon, on n'a pas la même culture, mais bon, en même temps, il faut savoir se rapprocher. Mais par contre, ce que je pense, c'est que la gauche populaire, c'est une gauche qui rassemble, quand l'extrême droite est une famille politique qui divise et qui oppose. Taïeb, toujours sur Facebook, s'inquiète des logements sociaux à Saint-Denis. Pour lui, c'est une ville, je cite, où la mixité sociale n'existe pas. Que voulez-vous répondre à Taïeb? À Saint-Denis, la mixité sociale n'existe pas dans les logements sociaux. C'est une grave accusation, ça. Oui, non, mais c'est un grand problème, parce que d'abord... C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de riches, c'est pour ça, non? D'abord, il n'y a pas beaucoup de riches, et puis il y a surtout de plus en plus de pauvres. Le nombre d'habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays, il ne cesse d'augmenter. Donc c'est vrai que... pour un tas de raisons qui seraient trop longs à expliquer, notamment les contraintes réglementaires qui pèsent sur les attributions de logements sociaux, on a ôté aux villes et aux organismes HLM de l'autonomie dans les attributions de logements, qui fait qu'aujourd'hui, on subit une paupérisation du logement social. Ils vont où les très pauvres, alors, à Saint-Denis? Ils n'habitent pas dans les logements sociaux? Non, les très pauvres dans Saint-Denis et dans la banlieue parisienne, ils sont dans l'habitat privé insalubre. Et d'ailleurs, si le gouvernement... Il y en a beaucoup d'ailleurs à Saint-Denis. Et il y en a beaucoup, notamment dans le parc ancien. Il y en a beaucoup dans les arrondissements du Nord parisien, dans la Petite Couronne. À Saint-Denis. Et à Saint-Denis, il y en a 40% dans l'hypercentre de Saint-Denis, là où il y a un tissu d'habitat ancien. Et le gouvernement serait bien inspiré, plutôt que de s'échiner à réguler les HLM qui sont déjà régulés, d'aller regarder un peu ce qui se passe dans le parc privé. Donald Trump est-il un bon président des États-Unis? C'est la question du jour sur le Figaro.fr. Ça fait un an. À 62%, c'est non. Quelle serait votre réponse? Stéphane Peu, elle n'est pas très piège. Je fais partie des 62%. Des 62%. Dernière question. Une dernière question. On va passer sur la grammaire inclusive. Ce sera la dernière question. Pour Mamou, un internaute du Figaro, s'attaquer à la langue est incompréhensible au regard des problèmes actuels de société. Que souhaitez-vous Vous êtes pour ou contre la communication? C'est marrant parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça en lisant des articles hier soir. Je ne pensais pas qu'on en parlerait ce matin. Au début, j'étais pas très emballé par cette idée, et à la réflexion, et en lisant un peu les arguments des uns et des autres, je me dis quand même que la lecture, l'apprentissage de la lecture par les enfants, elle conscientise, et finalement, je me dis que dès le plus jeune âge, dire que le masculin l'emporte sur le féminin, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne Elle conscientise la domination du mâle blanc? Elle conscientise les esprits, les jeunes esprits, à travers l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et donc, apprendre la lecture et l'écriture en apprenant comme premier principe que le masculin l'emporte sur le féminin, je ne suis pas sûr que, par la suite, ça ne fabrique pas une certaine façon de penser la société. C'était Stéphane Peu, le député communiste de Seine-Saint-Denis, qui était dans nos locaux ce matin. Merci Stéphane Peu, merci Valentin Pilate, qui s'est fait l'intermédiaire. Et demain, pour de nouvelles aventures.